Cette semaine à Scolaire Le Monde, On est à Branchebois-Chatham à la cabane à sucre en nature, pour faire plein d'activités. de chasse et de pêche. C'est qu'on va aller faire l'exploration dans le bois pour trouver un site d'appâtage. Donc, on va marcher dans le chemin un bon bout. Quel est votre projet? Le projet, se nomme Au bois colibri. C'est un projet de nature qui va apporter les élèves de l'Envol du Colibri, une école alternative de la région d'Argenteuil, aller se promener dans la nature et découvrir la chasse et la pêche. Et d'où ça vient? Ça fait quelques années que j'ai réfléchi transmettre une passion aux élèves vers la chasse et la pêche, surtout l'immersion dans la nature. J'avais déjà commencé il y a quelques années à faire avec pêche en herbe, amener les élèves à la pêche. Et je voulais pousser un peu plus loin. Puis j'ai vu la fondation de la Fédération des chasseurs-pêcheurs du Québec. Il y avait, avec leur fondation Héritage Fond, une subvention pour amener la relève dans le bois vers la chasse et la pêche. Je me suis dit, ça, c'est une très bonne idée pour nous. C'est ici qu'il y a eu des mégots de cigarettes qui ont été mis par terre et avec le vent, ça a propulsé le feu parce que le vent, majoritairement, vient de l'ouest et a poussé le feu le plus loin qu'il pouvait aller jusqu'à temps qu'on s'en aperçoive. Donc, vous pouvez voir par terre, c'est tout brûlé. Fait que ça commence comme ça, mais là, c'est que c'était une période où est-ce que c'était quand même relativement humide. Si ça avait été l'été, ça aurait pu partir un peu de forêt au complet parce que les arbres brûlent, le sapinage brûle et ça s'en allait vers Orica. Donc, c'était pas une bonne chose pour l'environnement et pour nous. Donc, mon collègue a appelé tout de suite les pompiers, puis tous les pompiers de Brownsburg se sont emmenés ici. Puis pour éteindre un feu, eux, ils doivent racler, comme vous pouvez voir. Ça, c'est la portion noire, c'est ce qui a brûlé. Puis pour s'assurer qu'il n'y a rien qui va repartir, ils doivent arroser, puis lancer le feu vers le feu. Comme ça, ça concentre les flammes vers le rond, puis là, par la suite, ils peuvent arroser. Fait que vous voyez, tout l'environnement qui est noir, ça a été brûlé. Puis on l'a vu rapidement, parce que sinon, ça se serait étendu à une échelle assez rapidement, puis assez dangereux pour le monde, puis Orica aussi, qui font des explosifs. Quelles sont les activités que vous allez faire? Bien, il y a plusieurs activités en tête. Quand j'ai vu la fondation Héritage Fond, le projet qui était possible, j'ai monté un plan, puis j'ai appelé Éric Foucault du domaine évasion plein air à Harrington. Puis j'ai présenté le projet d'emmener les jeunes dans le bois, faire découvrir la chasse et la pêche. Puis il a dit oui, j'embarque dans le projet. Donc c'est avec Éric Foucault comme partenaire qu'on amène les élèves dans le bois sur ces domaines. Il va y avoir de la chasse, il va y avoir de la pêche. La pêche, on a déjà commencé les années dernières. Les élèves ont déjà leur carte de pêche, du pêcheur, leur permis de pêche. Ça, on va aller au printemps à la pêche au domaine évasion, à la pêche à la truite sur embarcation.
Par la suite, bien, avant ça plutôt, cet automne, aujourd'hui, on commence le projet de prospection. Donc, on se promène dans les bois, on découvre l'habitat du cerf de Virginie. Donc, vraiment, aller le nourrir, mettre des caméras, voir comment il se situe. Donc, c'est vraiment le côté chasse, ça va être la prospection. On va aller vers la chasse au petit gibier cet hiver pour voir l'habitat du petit gibier puis comment on peut le chasser. Encore une fois, vers la prospection. Puis, bien, c'est ça, on va finir avec le projet de pêche avec séjour en chalet pour le printemps. Mais c'est du granit. Le granit, c'est une des roches les plus dures qu'on a au Québec. Donc, puis c'est la couleur que vous pouvez voir, c'est une couleur rosée, un peu rose, gris-rose. Donc, c'est ces maisons-là ou c'est ces pierres-là que vous allez voir qui étaient coupées. Celle-ci, c'est nous, quand on a refait le chemin, on a dû prendre de la pierre qui était ici, puis on a extrait des grosses pierres. Mais ça montre exactement c'est quoi la couleur du granit qui est ici. Puis, à droite, vous pouvez voir, celui-là, on ne l'a pas déplacé, donc, avec les années, il est resté gris. Ici, c'était une portion donc, où il faisait l'extraction du granit et il coupait. Donc, tout ça ici, ça a été fait par des hommes. Ça n'a pas été tombé là par le ciel. Donc, c'est des hommes qui ont déplacé chaque morceau que tu peux voir là. C'était coupé au début 1900. Ça faisait partie du lieu d'extraction. Il y en a plus haut. Lui, il est facile d'accès, donc on vous le montre. À l'autre site, on voit encore, c'était des grues avec des câbles, puis ils réussissaient à prendre le morceau, tourner la grue, puis lâcher le morceau au même endroit. Donc, ces morceaux-là n'ont pas été retenus pour le travail parce qu'ils n'ont pas cassé d'une bonne façon. Donc, ça a été laissé là en dépôt. On peut voir, il y en a partout. Il y en a des sites un peu là-bas. Il y en a ici par terre. Puis tout le long, pour eux, c'était un site facile car les rochers étaient carrés. Donc, il y avait des façades planes. Et pour couper le granit, ils perçaient un petit trou. Ils déposaient un morceau de métal et ils cognaient chaque morceau de métal. Et à force de rentrer, ça faisait fendre la roche. Puis vous pouvez voir, comme celui-là ici, là, juste pour vous montrer que je ne suis pas très menteur, mais on peut voir les trous qui perçaient. Il y a encore les trous dedans, donc à force de cogner, le morceau, il se déplaçait, puis il cassait. Puis cette façon-là, ben, il prenait par la suite. Donc lui, il a cassé d'une façon non droite, donc il y a eu un angle dedans, ils l'ont déposé là parce qu'ils cherchaient à avoir des pierres carrées le plus possible pour pouvoir les utiliser pour les chemins ou les maisons. Le hêtre, c'est souvent un arbre qui garde ses feuilles tout l'hiver. Même s'ils sont jaunes, ça se meurt dans l'hiver puis ça tombe. Mais ça fait un environnement, comme vous pouvez voir, qui est dense. Donc le gibier il se cache plus puis est à l'aise de marcher. Dans l'érablière, on voit plus loin. Donc le gibier est moins en sécurité. Donc ici, il passe d'un couvert forestier vert, donc du résineux, qui aime manger. Ici, il est en sécurité parce que la forêt est dense. Puis c'est une cuve. Donc, c'est des plateaux qui sont quand même assez élevés de chaque côté. Fait qu'ici, il est en sécurité, puis il traverse beaucoup. J'ai remarqué, j'en ai vu des traces ici, je peux vous en montrer tantôt. Les traces de chevreuil, c'est des petites traces pointues. Puis il traverse beaucoup. Stratégiquement, comme on en a parlé tantôt, la cache de M. Serré était juste en bas ici. Donc lui, il s'est aperçu qu'il voyageait beaucoup, mais il avait raison parce qu'on peut voir encore d'année après année, que c'est ici qu'il passe beaucoup. Donc on va mettre les carottes, les pommes, on va mettre les caméras ici parce que, étant donné qu'il y a des traces, c'est certain qu'il va y avoir du gibier qui vont venir voir. La caméra que Benoît a va vous amener des photos sur son cellulaire et en classe, vous allez pouvoir voir qu'ils viennent manger, même de jour ou de soir. Les sortes qu'on peut avoir ici, on va avoir raton laveur, porc-épic, chevreuil, jet bleu, dindon sauvage. Donc sur les photos, c'est pas mal ça qu'on va retrouver. Donc pour faire le site, on va se trouver juste un endroit qui est un petit peu dégagé. Puis on peut enlever des feuilles, fait que vous êtes un beau groupe. Vous pouvez enlever des feuilles par terre, comme ça quand on revient, ça permet de voir facilement les traces dans la terre noire.
Puis on peut prendre des photos, Benoît peut prendre des photos, puis on le voit selon la trace qu'est-ce qui est venu. Donc, on peut se déterminer un rond ici. Vous allez juste dégager de la feuille, et après ça, vous allez pouvoir lancer vos carottes. Les carottes, on va essayer de les mettre pas juste au même endroit. Parce que quand il arrive 1 ou 2 chevreuils, 3 chevreuils, ils se battent pour la nourriture. Donc, ils se lèvent sur leur pattes et ils se donnent des coups. Un peu comme quand la chicane pogne en quelque part, ben ils se donnent des petites pattes aux autres sur la tête. C'est le même principe. Ça marche! Ça attire les chevreuils! T'enlèves la peau, ben faut que la peau apparte. Ben, il y a du jus qui sort. Oui, c'est ça, mais tu te regardes. Ça, cette sorte d'arbre-là, c'est un hêtre, ça a la peau douce. Regarde, fais-le aussi. Ça, c'est une autre sorte d'arbre. Ça va gratter facilement ta pomme. Ouais. La pomme, elle va rester dessus. Et voilà, regarde. Ressemble à ça. Ça pousse sur des branches pourries, exactement. On trouve plein de champignons, mais on n'est pas dans la bonne saison. Mais regarde, Charles, il y a eu l'œil pour venir trouver un petit champignon mauve ici. Arabe, c'est on dirait des sortes de bus. En effet. Un bon cours. C'est sa première journée. Je suis en train d'essayer de la patate. Monte pas trop, toi. Stratégiquement, pour la chasse, il y a 2 ou 3 façons de chasser puis d'avoir un gibier. La première façon, c'est les sites naturels nourriciers ou des passes naturelles. Donc, ici, on a déterminé que c'était un endroit stratégique parce qu'il se promenait d'un endroit à l'autre. 100 mètres de nourriture, 100 mètres de senteur et d'appât, on peut s'asseoir ici et il va éventuellement passer un chevreuil. Ça prend beaucoup plus de patience. La deuxième façon, c'est de faire un site nourricier, donc c'est de faire des appâtages, mettre des pommes, carottes, blé d'Inde, et ils vont venir plus régulièrement. Ils peuvent venir ici, ils vont être confiants parce qu'ils sont dans la nature, ils vont venir à des heures peut-être de jour aussi. Donc, ça permet d'avoir plus de gibier puis d'augmenter nos chances de récolte. La troisième façon, c'est d'y aller avec, pour ceux qui m'ont senti, des odeurs que tu mets sur toi ou des odeurs que tu appliques par terre. Donc, ici, naturellement, les chevreuils ont des glandes après eux, ils ont des senteurs. Donc, ça ici, c'est des glandes orbitales. À chaque côté de leur œil, comme vous, dans vos coins d'œil, ils ont des trous, puis ça dégage une cire, ça dégage une odeur. Fait que le chevreuil,
il va faire un grattage par terre. Il va faire un pipi dedans pour dire que c'est lui. Mais stratégiquement, il va planter son œil dans un coin de branche, dans un pic de branche. Une petite branche de rien. Il plante la branche dans le coin de son œil puis il met son odeur. Donc, on peut essayer de déjouer le chevreuil ou de le faire revenir. Parce que si le chevreuil il passe, il a mis son odeur, mais il y en a un autre qui passe puis qui dit, qui sent, puis qui fait « Ah, il y en a un autre qui a passé, ça c'est mon endroit à moi, je vais mettre ma senteur à moi. » Donc, il refait un grattage par terre, par-dessus lui, il remet son odeur, puis il remet ses glandes orbitales, ses yeux, dans la branche. Quand le premier qui a fait le trou ou son endroit repasse, il fait « Ah, il y en a un autre qui est revenu. » Donc, ils reviennent plus souvent pour s'assurer que c'est leur endroit à eux. Fait que ce qu'on va faire, on va imiter un chevreuil qui fait son endroit. Donc, on ne pourra plus repasser dedans. Donc, vous allez vous dégager un peu. Ça va être une branche à la hauteur ici. Donc, ça va être en arrière de vous. Par terre, je vais faire un rond. Je vais dégager de la terre. Puis, on va mettre des glandes orbitales après la branche. Fait que Benoît, il a mis une caméra stratégique que s'il y a un mâle qui passe, il va probablement pouvoir, peut-être même, tu peux le mettre en mode film, celle-là. Il pourrait filmer le chevreuil qui gratte par terre, puis qui plante sa branche dans son œil pour mettre sa senteur. Donc, c'est un autre truc que personne ne sait sauf moi. Donc, dites-le pas à personne si vous avez des chasseurs dans la famille, OK? Il y a juste moi qui ai le droit de voir ça. Je vais le dire à mon père. Ah, bon, je savais que ça part mal. Donc, là, ici, je vais gratter, mais il ne faut plus que personne passe ici. Même toi, Solo. Va là-bas. Donc, on fait un rond. Oups, excusez. Donc, ça dégage de la terre, ça va sentir l'humidité. Le mâle qui va passer autour, naturellement, va venir ici, puis il va faire son pipi dedans, puis il va mettre ses yeux après cette branche-là. Fait que là, moi, je prends la cire, je prends la branche, tu mets de la cire dessus, c'est de la glande orbitale. Donc, tu le fais après quelques branches. Si on est vraiment chanceux, ou vous êtes vraiment chanceux, à la classe, hop, il y a une pomme en plus à côté. C'est lui qui... J'arrive à pas. Ça, c'est fort. Ça, là, c'est le summum du summum. Donc, on a gratté. Il devrait passer ici, faire son pipi, puis mettre ses yeux dans les branches. On repart par la forêt, donc j'apprécierais que ce soit le silence aussi le plus possible, parce que là, on va s'approcher de mon site à moi, puis la chasse, ça commence dans 4 jours. Donc, j'aimerais bien garder mes chevreuils à mon endroit aussi. Donc, essayer de garder le silence le plus possible. Par la suite, on va arriver dans l'érablière. Vous allez voir plein de tubuleux, plein d'érables qui sont déjà marqués. Donc, on va pouvoir voir comment récolter l'eau d'érable aussi. Puis, on va revenir à la cabane à sucre par la nature. À partir d'ici, chaque petite goutte que l'arbre donne, chaque arbre, ça s'en va tout dans nos tuyaux qui se relient jusqu'à notre cabane à sucre que vous étiez tantôt. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages à partir du mois de janvier parce qu'il faut percer chaque arbre que vous voyez. L'autre chose, dans les travaux qu'on a à faire, vous avez un exemple ici, le vent a fait tomber des arbres. Donc ici, il faut passer, il faut couper les arbres qui sont tombés sur nos lignes, puis toutes les replacer. Donc, il faut faire ça pour les 1600 entailles. On se promène partout. On suit nos lignes primaires, puis on regarde s'il n'y a pas des arbres de tomber dessus. Mais ici, on a un bel exemple comme ça. Là, ça va gâcher tous nos autres érables parce que ça va geler là où le tube est probablement fermé en dessous à cause du poids de l'arbre. Donc, chaque arbre donne des petites gouttes au printemps. Chaque petite goutte de chaque arbre finit par faire un bassin d'eau rempli que nous, par la suite, on doit faire bouillir. On va marcher tantôt, on va voir en forêt c'est quoi. Fait que pour nous, c'est ici qu'on récolte, qu'on fait le plus gros du travail. Donc, comme j'expliquais à l'extérieur, vous avez vu les tuyaux bleus qui rentraient à l'intérieur de la bâtisse. Les tuyaux bleus s'en viennent dans
une grosse tub en anglais, mais en français, c'est une grosse cuve d'acier. On ramasse l'eau d'érable, puis par la suite, on la fait passer dans une machine. Parce que le procédé du sirop d'érable, c'est que l'eau, elle arrive, est un petit peu sucrée, pour employer des mots faciles à comprendre, est un petit peu sucrée. Donc, on doit évaporer de l'eau pour que le sucre, qui est plus dense, reste et qu'il fasse le sirop à la fin. Cette machine-là, ici, elle nous aide. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle sépare l'eau du sucre. Donc, on la fait passer à l'intérieur par les tuyaux bleus qui partent de la montagne. L'eau, elle arrive ici, on la fait passer dedans. Elle passe dans les petits tuyaux, dans la tubulure. Elle extrait l'eau et elle garde l'eau sucrée de l'autre côté. Donc, l'eau sucrée s'en va dans notre bassin argent et l'eau qui est filtrée s'en va dans les bassins qu'on utilise par la suite pour nettoyer toutes nos machines. Donc, on n'a aucune perte d'eau. Oui? La machine de smooth, ça vous fait gagner combien de temps d'épuration? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que pour faire évaporer environ 90% d'eau, ça peut nous prendre environ 10 heures pour la grosseur de notre bassin d'eau. Pour ce qui est de passer dans l'osmose, on enlève environ 80% d'eau et d'eau non sucrée et ça garde 20% de sucre. Donc, en dedans de 1h30, on peut passer notre sirop d'érable versus 10 heures à faire bouillir. Le goût à la fin, c'est le même? Oui, le goût à la fin. Bien, selon les puristes, peut-être que ça peut changer. Mais pour nous, ce qu'on fait, c'est que c'est un sirop qui est bouilli par le bois. OK. Donc, c'est pas bouilli, fait que ça fait le goût à l'ancienne. Notre évaporateur, c'est un évaporateur des années 50. Donc, ça n'a pratiquement pas de fin si c'est bien entretenu. Fait que ça date vraiment de longtemps. Mais c'est hyper efficace. Ce qui doit être changé, évidemment, c'est les dessus pour recevoir l'eau. Donc, nous, quand on repart avec l'eau qui est déjà sucrée, séparée, l'eau du sucre, l'eau, elle s'en vient par la tubulure ici et elle rentre dans le bassin. Le bassin il est chauffé par le bois en dessous, ce qui évapore l'eau qui reste. L'eau part, elle monte ici en fumée ou en évaporation, comme les nuages. Fait que les nuages partent, ils s'en vont en haut, on ouvre les trappes. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez à la cabane à sucre, si vous l'avez remarqué, en haut sur la cheminée, qu'est-ce qui sort? C'est de la vapeur. Fait que chaque cabane à sucre, c'est le même procédé. Ils doivent évaporer l'eau pour garder le sucre. Fait que c'est pour ça qu'on voit toute la vapeur qui sort par les grosses cheminées. Donc, l'eau est poussée de plus en plus vers le devant par la pression de celui-là qui pousse. Fait qu'à mesure que ça s'évapore, ça pousse de l'eau. L'eau, elle serpente à l'intérieur. Et elle finit par arriver en avant. Quand elle arrive en avant, on a un petit ordinateur qui nous dit qu'on a précalculé qu'à telle température, ça devient du sirop. Si, par exemple, il y a un paquet de monde comme vous ici présentement, puis qu'on se met à jaser, puis qu'on l'oublie, mais la température, elle va dépasser, puis qu'est-ce que ça devient? Ça devient quelque chose que vous aimez pas mal, je crois. De la tire d'érable. De la tire. Bon, ben nous, si ça arrive, ça va mal à la chope, comme on dit, parce qu'on doit tout enlever le sirop qui est collé dans la panne. Donc, il faut repartir à zéro le processus. Fait qu'il ne faut pas manquer notre degré de température qui fait du sirop. Le sirop, évidemment, oui. Ça t'est déjà arrivé? Oui. C'est déjà arrivé. Très bonne question. Mais oui, c'est déjà arrivé, puis on a dû recommencer. Même parfois, dans le travail, c'est qu'on a déjà manqué d'eau. Quand tu manques d'eau, là, les pannes, ils brûlent. Là, ça va vraiment mal à la chope. Là, à ce moment-là, on essaie de reprendre au printemps, si c'est le cas. On prend de la neige à l'extérieur qu'on vient mettre ici pour compenser. Mais quand ça arrive, c'est que il y a du monde, on jase, puis on ne s'aperçoit pas dans nos travaux qu'on fait qu'on est rendu là. Mais quand ça t'arrive une fois, après tu comprends qu'il ne faut plus jamais que ça t'arrive. Donc, tu fais vraiment attention. Par la suite, on va continuer. Notre sirop est rendu à la bonne température. On le fait couler dans ce bassin ici. Mais le sirop, il y a plein de particules à l'intérieur qui sortent de l'arbre. Donc, il faut le filtrer. Parce que si vous le faites couler dans votre petit pot, ou dans votre vase, vous allez voir qu'il n'est pas translucide. Donc, vous ne pouvez pas voir à travers parce qu'il y a plein de petites particules. Il doit passer dans cette machine ici.
par la pression, nous, entre chaque, on a des filtres de papier. Et par la pression d'un compresseur, on envoie de l'air à l'intérieur. Puis on le fait passer à travers tous les filtres. Quand il sort chaud, mais il a refroidi à cause d'avoir passé dans les filtres. Donc, pour faire sûr que quand on le met en canne, pour qu'il soit vraiment à la bonne température, pour pas qu'il vire en sucre, quoi que ce soit, on doit le faire réchauffer. Donc, après qu'on passe du sirop ici, qu'on l'a filtré, qu'il est rendu clair, on s'en va vers le site pour nous qui est à côté. Le site ici, ça s'appelle, c'est ici, on fait bouillir, puis il y a de l'eau, ça s'appelle un bain-marie. Donc le bain-marie, on fait chauffer de l'eau autour du sirop d'érable et on augmente la température du sirop jusqu'à 160 degrés. Quand il est à 160 degrés, il devient stérile et on peut le faire couler, puis il ne virera pas en sucre ou il n'y aura pas de particules qui vont contaminer la canne. J'ai amené des cornes juste pour vous expliquer que les chevreuils mâles, c'est les seuls qu'on peut tirer à l'automne. Les femelles chevreuils, on n'a pas le droit parce que c'est protégé. Les chevreuils mâles ont des cornes sur la tête, les femelles en ont pas. Donc c'est facile de les distinguer. Ceux-ci, c'est des cornes parce qu'à chaque année ou à chaque hiver, après la période de la chasse, dans les périodes plus froides, le gibier perd ses cornes. Donc le mâle, ses cornes vont tomber par terre, puis on peut les ramasser l'hiver si on est chanceux d'en trouver. Celles-ci, c'est des cornes que j'ai déjà trouvées moi-même. Donc ce que ça fait, c'est que les cornes, c'est composé de sels minéraux. Donc c'est mangé par les écureuils, les porcs-épics, qui vont gratter après pour aller chercher les sels minéraux. Donc la nature se nourrit par la nature. Puis on peut voir que celles-ci ont tombé parce qu'il y a le rond ici. Ils n'ont pas été coupés par une scie, par quelqu'un qui a tiré le chevreuil. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, c'est rugueux. Ça a tombé de son crâne, puis c'est tombé par terre, puis ça a été ramassé. Donc, je peux juste vous les montrer. Il y a différentes grosseurs. Plus le chevreuil est vieux, plus son panache est gros, haut et large. Ça, c'est un spray. Ouais, ça c'est un petit chevreuil. Lui, il n'a pas été trouvé à terre comme ça, il a été tiré. Puis les cornes ont été coupées. J'ai des cornes d'orignal, qui est la même chose si vous voulez voir c'est quoi le poids qu'un orignal peut avoir sur sa tête. Donc ça ici, c'est sur un côté. Donc imaginez l'autre côté, c'est x2 le poids. Donc pour ceux qui veulent les peser ou se promener, je vais vous les laisser. Puis ça peut se promener sur... Ben là, tu viens de le donner, on va le passer aux autres. Si vous voulez voir, prenez-les, là, on va les amener par là, puis pesez-les. Chacun, vous allez voir comment c'est pesant. C'est sur leur tête. Ceux-là aussi, vous pouvez regarder comment c'est fait.